Bonjour, bonsoir je pense. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bonsoir. Alors, joyeuse année à tous et à toutes aux planètes. Je pense que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Merci. Je pense que maintenant, au moins, bon, moi je célèbre que Trump est parti. Ça me soulage beaucoup. Et je pense que ça va donner beaucoup des... Moi, j'entends rien. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Non, Ouais, moi, j'entends pas non plus. Non. Attendez un peu. J'entends pas, Naoli. Non. Bonjour Naoli, bonjour tout le monde. En fait, ça a sauté au début, on l'entendait, maintenant on l'entend plus. Vous m'entendez maintenant? Non? Oui? Ça va Moi, maintenant? oui. D'accord. Certains oui, d'autres non. Oui, ça va. Je vais enlever le Wi-Fi d'ici. Chicos, amores, de repente quitar el Wi-Fi de sus celulares, por favor. Ok. Si on enlève de cellulaire, des fois ça marche mieux. Alors, je suis très contente de vous voir dans cette nouvelle année. Oui, j'ai beaucoup d'espoir que tout ça va aller beaucoup mieux, la politique du monde, tout ça, ça va beaucoup améliorer après certains changements et de pouvoir là aux États-Unis. J'ai beaucoup d'espoir. Et vous êtes avec quelques questions, des commentaires sur les dernières vidéos. Je suis ici pour vous. Alors, s'il y a quelqu'un entre vous qui veut parler, c'est seulement prendre le microphone et vas-y. Je suis très ravie. Aujourd'hui, on va mettre le nouvel... je pense que pour vous, ça va être demain matin, que ça va être déjà dans notre site, la nouvelle vidéo. Et ici au Brésil, on va le mettre dans quelques heures. On attend la dernière traduction en français. Alors, est-ce que vous avez... Oui, vas-y. Naoli, du coup, j'ai vu la vidéo, donc j'ai hâte d'avoir la prochaine. Elle était très intéressante pour corriger les positions du bébé. Et j'avais juste une question pour savoir comment est-ce que tu fais pour vraiment savoir comment est positionné le bébé avec les mains. Alors, ça, c'est une expérience que c'est pas facile de transmettre sans avoir de l'expérience, parce qu'il faut toucher des ventres, il faut être avec quelqu'un à côté pour corriger, pour dire oui, c'est ça le dos. Alors, c'est une expérience que doit être physique, en présence. Ce n'est pas vraiment facile de l'expliquer, de devenir avec l'expérience sans avoir des femmes enceintes et de mettre la main sur. Mais moi, j'espère que toujours, on peut travailler en équipe avec des sages-femmes, avec des doulas, avec des gens qui sont plus de l'expérience pour continuer la tradition de passer comment on dit, le savoir d'une personne à une autre. Et la tradition des apprentis, je pense que c'est une tradition très, très valable. Et dans cet atelier en ligne, on va apprendre beaucoup de choses, mais il y a des unes qui seulement à côté d'une femme qui savent un peu plus et des femmes enceintes avec leur ventre. C'est ça. Si tu veux, Sonia, tu peux aller voir la vidéo que j'ai fait au début des ateliers, que c'était le prénatal dans les temps de Covid. Et dans cette vidéo, je montrais avec détail pour enseigner les partenaires, les maris, comment sentir les positions. Alors, toi, tu peux aller dans cette vidéo pour voir si tu réussis à sentir. Mais il faut avoir une femme à côté avec un bébé dedans pour pratiquer, pour essayer. Okay. D'accord? Merci. Dans la vidéo sur l'échographie naturelle, tu l'as montré aussi un peu? Oui, aussi un peu, oui, dans ces deux vidéos. Mais c'est toujours avec les femmes enceintes qui
qui nous donne cette possibilité de sentir, de dire est-ce que c'est ça ou ce n'est pas, tu vois, de développer cette expérience tactile. Mais c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est très rigolo, très amusant. Et des fois, on est en train de sentir et le bébé donne une petite chute pour dire oui, je suis là. Et alors, c'est l'art d'apprendre à sentir. Mais oui, dans tous les deux vidéos, les ultrasons naturels et le Covid, le prénatal. Essaye et la prochaine fois, tu nous dis si tu as essayé, tu as réussi. Ok. D'accord? Ok. Catherine? Oui, bonsoir tout le monde, ou bonjour, je ne sais pas. Je suis en Belgique, moi. J'ai adoré la dernière vidéo, Naoli, vraiment. J'essaie moi-même de faire un peu le rebozo, mais je n'ai pas vraiment eu un bon training ou quoiconque. Hein. Et en fait, hier même, ou ce matin, si tu veux, j'ai guidé une patiente qui avait un bébé qui était pas bien positionné. Et en fait, le menton n'était pas bien flecté, donc la tête n'était pas bien flectée. Et en même temps, donc j'ai utilisé le rebozo et on est arrivé quand même à corriger la flexion et la rotation. Mais après, il restait tout le temps sur le symphyse avec la tête. Oui. Donc, il n'arrivait pas à engager. Et je me demandais, donc on avait aussi mis un châle au bas de son ventre pour lui donner un peu de pression et tout ça. Mais je me demandais s'il y avait encore autre chose qu'on peut faire, ou peut-être ça vient dans une autre vidéo, je ne sais pas, pour une fois qu'il a changé de direction, de maintenant engager, puisque ça, oui, ça n'arrive pas. Alors, pour ça, j'utilise le rebozo bien fortement attaché au ventre pour amener le bébé dans le corps de la mère et surtout sur un peu plus haut que l'os pubique, l'os pubien. Et en même temps, si ça, ce n'est pas suffisant, on met la mère couchée pour que la gravité amène le bébé en direction des épaules de la mère en même temps. Oui. Et bon, la prochaine, ce n'est pas la prochaine vidéo parce que j'avais pensé à vous donner un respire de vidéo de rebozo parce que la prochaine vidéo, après le vidéo qu'on va mettre aujourd'hui, demain, le prochain sera une vidéo pour montrer comment on ouvre les anges et aussi ça marche pour les bébés qui montent sur l'os pubien pour rentrer. Mais bon, j'avais pensé peut-être à vous donner un respire et faire une vidéo de dissocier des épaules entre une et l'autre. Oui. Je ne sais pas ce que vous pensez. Oui, si on fait le dissocié des épaules maintenant et après presque le dernier de rebozo pour ouvrir les os. Oui, la dystocie. Oui. J'avais encore une petite deuxième question, s'il n'y a personne d'autre qui veut d'abord. Quand on va essayer d'utiliser le rebozo pour faire tourner le bébé dans une direction d'une position postérieure pour le faire roter sur le côté, quoi. Là, j'ai pas bien compris. Si le dos, imaginons que mon bébé avec le dos un peu comme ça, hein, par le derrière, et on veut le roter vers le côté. Oui. Où est-ce que je vais me positionner ici. Oui. Et je vais poser les rebozo là-bas. Oui, et tu vas pousser depuis l'endroit où le bébé est pour le amener vers toi. Ok, ok, je comprends. Oui. Merci. D'accord. Est-ce que pour les autres personnes, c'était clair ou c'est pas très clair pour tout le monde dans la vidéo? C'était assez clair?
Rosemary? Bonjour, je suis nouvelle dans le groupe et je suis très heureuse d'être avec vous. Je ne suis pas sage-femme, mais j'accompagne les couples par l'aptonomie. Et du coup, cette vidéo était très instructive pour moi parce que voilà, des termes que j'avais déjà entendus, que j'avais vus, mais qui n'étaient pas très clairs pour moi, se sont vraiment éclaircis et je vais d'ailleurs y retourner. Voilà, c'est vraiment très, très, très précieux pour moi. Je te remercie beaucoup. Et j'avais une question par rapport à un couple que j'ai vu aujourd'hui où il y avait, dès le début de la grossesse, un placenta prévia qui était près du col. Et alors, on a assez vite dit à la femme que si ça n'évoluait pas, ça risquait d'être, voilà, que l'accouchement serait probablement une césarienne. Et alors voilà. Mais ça évolue plutôt bien pour l'instant. Là, aujourd'hui, elle me disait qu'à la dernière échographie, le placenta était à 1 centimètre du col, mais qu'il s'attendait à ce qu'il soit à 3 voire 4 centimètres pour être sûr que voilà, qu'une naissance par voie basse soit sans danger. Donc, je voulais savoir si, par rapport au placenta, il y avait aussi une façon particulière de le faire bouger. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment. Mais moi, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai visité pendant un congrès de sage-femme, une sage-femme qui avait une maison de la naissance et elle avait acheté une machine pour faire les ultrasons, les sonographies. Et moi, j'étais enceinte, elle a voulu faire, parce qu'elle était experte avec des jumeaux. Et moi, je sentais que mon ventre était grand, alors elle a dit, ah, viens, viens, je vais faire. Et elle s'est trompée, et elle a dit que j'avais la placenta prévia. Alors, moi, j'étais pendant un mois et demi, j'étais en pensée, comment je vais faire pour bouger cette placenta? Avant que je fasse une autre échographie qui a dit non, pas du tout, ce n'est pas du tout près de col. Mais pendant ce temps, moi je pensais, peut-être si je grossissais beaucoup, 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 je pensais, je vais devenir bien grosse pour que le bébé devienne énorme et peut-être la placenta va bouger un peu plus. Mais bon, ce n'était pas nécessaire d'essayer ça. C'est seulement une petite histoire parce que j'étais vraiment en train de penser comment j'aurais fait pour aider cette placenta à bouger. Mais c'est vraiment au rythme que l'utérus grandisse. Cette femme que vous parle, elle a combien de semaines de la grossesse? Il faut mettre ton micro, Rosemary, on ne t'entend pas. Excusez-moi. En nombre de semaines, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais elle doit accoucher début avril. D'accord. Elle a encore le temps pour que le bébé grandisse. Oui. Oui. Et c'est son deuxième. Oui. Oui, je pense que dans les derniers 2 mois, le bébé grandisse beaucoup. Je pense qu'elle a peut-être une grande chance que ça va marcher. Mais dans la tradition mexicaine, dans la sage-femme, on n'a pas vraiment une technique pour ça. Malheureusement. Oui. Viviane. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Je suis arrivée un peu en retard, ça me fait si plaisir de vous voir. Est-ce que tu me permets de commenter ça version française? Oui. C'est le genre de choses qui me mettent très en colère. Parce qu'on sait que c'est le segment inférieur de l'utérus qui va se développer en dernier. Et donc, quand un placenta est inséré bas, je ne parle pas sur le col, mais à côté, mais donc bas,
il faut attendre que l'utérus grossisse dans le dernier trimestre de la grossesse pour savoir si oui ou non c'est possible. Et donc, quand on dit ça à une femme au début de sa grossesse ou même au milieu, comme a dit Naoli, alors elle commence à s'inquiéter, on lui parle de césarienne, de machin, et c'est exactement l'inverse de ce dont une femme a besoin. Et ça me met tellement en colère. Il y a plein d'autres trucs qui me mettent en colère, mais voilà. Donc tu peux, enfin, en tout cas, l'info pour toi, et puis après voir comment tu peux accompagner cette femme pour. On peut pas dire ce qu'on t'a dit, c'est n'importe quoi. On peut pas le dire. Mais voilà, c'est quand même terrible de voir ce genre d'accompagnement médical, quoi. Voilà. Et mettre beaucoup de travail. Tellement de fois, ça va bien après, parce que bah, l'utérus, ça grossit et le placenta, c'est comme si vous faites un point sur un ballon de baudruche, vous gonflez le ballon et le point va se déplacer avec la paroi. C'est pareil, l'utérus. Il grossit et le point se déplace. Le placenta se déplace. Il va pas, enfin, c'est pas le placenta qui se déplace, c'est la paroi qui bouge, enfin, qui se développe comme ça. Et comme le placenta est attaché là, bah, la paroi, il suit la paroi sur laquelle il est inséré. Donc, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être possible, mais ça veut dire que pourquoi on embête les femmes si tôt? Parce qu'on ne sait pas. Voilà. Sauf si c'est vraiment sur le col. Ou là, oui. Mais avec Là, un centimètre, avec un Mm. centimètre de distance déjà, je pense que vraiment elle a une bonne chance que ça va bouger suffisamment pour un accouchement en voie bas. Je pense que oui. D'accord? Est-ce que vous avez... Oui, j'ai une question, mais peut-être à Viviane et à toi aussi, Naoli. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. En fait, si c'est un vrai placenta prévia, donc s'il est vraiment sur le col de l'utérus, là, il y a peu de chances qu'il bouge suffisamment, c'est ça? Mais par contre, s'il est à côté, c'est pas la peine de s'embêter avant le dernier trimestre. J'ai bien compris? La question est que c'est possible qu'au début, elle apparaît comme s'il était sur le col, mais avec le grandissement d'utérus, ça peut vraiment bouger. Alors, moi, toujours, je dis qu'il faut attendre. Parce que si on fait une échographie, ce n'est pas du tout toujours qu'on voit bien, qu'on voit clairement. Et il y a des gens qui font ils se trompent à l'heure de voir. Alors, je pense vraiment toujours, il faut attendre jusqu'à la fin de la grossesse pour dire n'importe quoi, pour dire même les choses qu'on dit, beaucoup de fois, si on laisse le processus de début de l'accouchement, il y a des choses qui parce que la physiologie, elle veut que le bébé arrive bien, elle veut que la mère puisse accoucher. Ce n'est pas souvent que la nature va laisser la femme et le bébé mourir. Vraiment, ce n'est pas souvent. Alors, il faut être patient et avoir beaucoup de l'humilité pour attendre. Oui, je pense que c'est ça la grande mystère, la grande tristesse de cette technologie qui donne l'impression d'être avancée la science, mais en vérité, la plupart des fois, elle donne une apparence comme si c'était un avancement, mais en vérité, on ne sait pas. C'est seulement une image qu'on croit qu'on voit et qu'on croit qu'on sait, mais à la fin, beaucoup de choses qui sont déjà dites, qui s'étaient confirmées, ce n'est pas du tout confirmé et ça change, c'est différent par le diagnostic humain ou par la biologie, la physiologie qui bouge, qui fait un processus différent que n'attendait pas peut-être. Sonia, avant toi, il y avait Alexandra et après toi, Sonia, d'accord? Oui, je ne sais pas si ça peut rentrer dans le sujet de ce soir, mais
Mais est-ce que tu as une idée de la symbolique de pourquoi le placenta serait bas ou pourquoi il serait sur le col ou comment, dans l'émotionnel, on pourrait accompagner la femme dans une réflexion? Ou si c'est le bébé, voilà. Non, vraiment, on dit que c'est parce que, bon, qu'on le, comment on dit, l'ovum fertilisé sort de trompe fallopienne, des fois, il va voyager, il va s'attacher en bas. La plupart, elle s'attache en haut parce que c'est proche de la sortie de trompe fallopienne, mais des fois, elle peut voyager et s'attacher en bas. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des explications plus intéressantes sur ça. Non? D'accord. Sonia? La seule chose que je peux penser, c'est que souvent avec une césarienne, on voit qu'il y a plus de placenta prévia, donc implantation en bas. Peut-être c'est parce que le tissu est plus dur ou plus, je ne sais pas, qu'il arrive, que l'embryo passe et qu'il dit waouh, ok, ici, c'est, je ne sais pas, j'ai le premier contact ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais pourquoi on a plus de placenta qui s'attache sur la cicatrice? C'est quand même aussi intéressant. Mais je n'ai pas l'explication, mais c'est juste une pensée. D'accord. Et Naoli, je voulais savoir si tu pouvais nous redonner les risques d'accouchement quand l'utérus est très bas, enfin le placenta est très bas. Quels sont les risques? Oui, le risque principal, c'est que quand le col d'utérus commence à ouvrir pour faire la dilatation, si la placenta est tout à côté et ça commence à ouvrir où la placenta devrait être, il y a les artères qui vont rester ouvertes, ils vont saigner. Alors, c'est le risque de la hémorragie. Et ça peut être une hémorragie très grande parce que les artères, il devient exposé, il n'y a rien là pour les fermer. Normalement, dans l'accouchement, après que le bébé arrive, l'utérus, il devient contracté et quand la placenta elle se détache, toutes les artères qui étaient ouvertes, boum, elles se collapsent à cause de la contraction utérine. Et dans le cas de la placenta prévia, ça n'arrive pas parce que l'utérus est occupé, il était occupé. Et alors, c'est le risque d'hémorragie, c'est ça. Mais j'ai une amie à moi qui a eu un bébé pour voie basse et elle avait une placenta prévia partielle et vers le 8 ou 9 cm de dilatation, elle a touché la placenta. Alors, elle a eu de sang qui sortait, mais elle a réussi à ouvrir à la totalité. Le bébé est né et l'hémorragie a passé. Alors, elle n'a pas perdu tellement de sang. Elle a réussi à avoir la naissance pour voie basse, mais ça veut dire si la placenta est prête, mais pas trop prête, peut-être ça peut arriver comme ça. Vers le centimètre 9, ça commence à saigner, mais va avoir le temps. Mais c'est un petit peu risqué. On dirait on espère que les placentas sont un peu plus longs. C'est pour ça qu'il mesure par centimètre. Alors, c'est une question d'attendre. Moi, surtout, quand j'ai une femme qui arrive et me dit « Ah, ils m'ont dit que le placenta passe », moi, au début, je dis « Ne t'inquiétez pas, on va attendre ». Et on fait une autre échographie vers la semaine 37, 38, quand elle est vraiment déjà en date pour accoucher. Et normalement, vraiment, presque 100% de fois, la placenta ne continue pas à être un problème. D'accord? Et c'est combien de centimètres, Naoli, qu'il faut? Bon, la dilatation totale sont 10 cm, mais si on prend depuis le point de milieu, ça sera 5 cm de centre jusqu'à la fin. Alors, 5 cm à partir du centre de le col d'utérus.
Merci. D'accord. Sylvaine, tu voulais parler? Oui. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que des fois j'ai un problème de micro. On t'entend, oui. D'accord. Oui, c'était par rapport au questionnement d'Alexandra sur la symbolique du placenta, comment il est fixé. Et enfin, je n'ai pas vraiment de réponse toute faite, mais dans la petite expérience que j'ai dans les accompagnements, c'est que, bon, mis à part, enfin, j'ai pas de réponse pour toutes les situations plus ou moins compliquées, mais je me rends bien compte du travail personnel aussi qui est mis en jeu pour la future maman et pour les futurs parents par rapport à la naissance et par rapport à ce que tu as. Je t'entends plus. Je pense qu'on t'entend plus, Sylvain. C'est figé. Je vais lui envoyer un petit mot. Oui, d'accord. C'est un petit peu. Oui, ça gelé. Bon, on continue. Quand elle revient, on reprend. Qui encore voudrait dire quelque chose sur ça ou sur un autre thème? C'est possible aussi. Oui, Catherine? Sur les rolling babies, j'ai vraiment trouvé très chouette. Et en fait, cette semaine, j'ai essayé avec un bébé. Mais le papa, il était très inquiet si c'est pas trop pour le cerveau. Que, quand même, on fait tout doucement, mais ça roule quand même un peu. Donc, je pense, bien sûr, si la technique est là, ça sera en sécurité, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est décrit sur ça? Je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'écrit parce que c'est une technique traditionnelle. Mais Viviane, la dernière fois, tu as parlé sur ça. Je pense que je vais te laisser parler parce que moi, c'est vraiment l'expérience et je vois que les bébés, ils adorent. Et aussi, une fois, j'ai lu, je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai lu, mais que pour le développement du cerveau du bébé, c'est très important le mouvement. Le mouvement, et c'est par cela que si quelqu'un prend un petit bébé, automatiquement, naturellement, on commence à bouger comme ça. Parce qu'il y a quelque chose dans notre intelligence biologique que savent que le bébé a besoin de mouvement. Alors, ça, je sais, mais je vais laisser Viviane parler un peu sur ça, s'il te plaît, Viviane. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment majeur. Et je rajouterais le mouvement vivant, parce qu'un mouvement mécanique totalement, comment est-ce qu'on dit, chronométrique, ça ne fait pas du tout le même effet pour le cerveau qu'un mouvement vivant. Et donc, le mouvement, ça permet de développer le cerveau. Et par rapport à rouler, à condition évidemment que ce ne soit pas brutal, que ce ne soit pas comme dans une essoreuse, ou enfin tu vois que ce soit suffisamment mesuré, qu'il n'y ait pas d'à-coup fort, enfin qu'il n'y ait pas de choc en fait. Ça permet justement au bébé d'entraîner et de développer son sens vestibulaire, son sens proprioceptif. Et les bébés adorent, et les enfants adorent. Les premiers jeux, c'est de se retourner et de rouler. Quand on met des enfants ensemble dehors sur une pelouse et brrr, ils roulent, si le terrain est un peu en pente, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et ils adorent aussi les tourniquets. Oui. Donc le tourniquet, c'est aussi par rapport au sens vestibulaire. Le sens vestibulaire, c'est celui qui nous permet d'avoir notre équilibre. C'est l'équilibre. Donc l'équilibre, la proprioception, c'est-à-dire
le sens de la position du corps dans l'espace, qui est absolument fondamentale, et l'intégration de la gravité aussi, et donc des axes verticaux, horizontaux et avant-arrière. Tout ça sont des choses très, très basiques, fondamentales. Et le roulement des bébés, tel que nous l'a montré Naoli, ça participe à ça. Moi, quand je l'ai vu, j'étais assez impressionnée parce que c'est quand même, on y va, quoi. Mais tout de suite, je me suis dit, mais c'est génial par rapport à ça, par rapport au cerveau des bébés. Voilà. À condition qu'il n'y ait pas de choc. Oui, ça c'est important. On le bat pas. Ce n'est pas paf contre quelque chose. C'est seulement l'inertie qu'on prend avec le mouvement. Et je pense, je suis sûre que les bébés, quand il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils pleurent. Et là, c'est le contraire, ils arrêtent à pleurer. Et une fois que tu arrêtes, ils deviennent comme ça, comme s'ils attendaient un peu plus. C'est très... Moi, je me mets toujours dans la place des autres personnes pour essayer de comprendre l'expérience des autres. Et surtout sur l'expérience des bébés, on peut sentir quand il y a quelque chose qu'ils ne aiment pas. Spécialement s'il y a une personne qui les prend avec une énergie un peu nerveuse, agitée. Les bébés, ils pleurent. Ils ne aiment pas. Ils n'aiment pas. Et en pleurant, ils vont exprimer. Alors, moi, je suis sûre qu'il y a des adultes, j'ai rencontré plusieurs, que quand on commence à faire ça avec le bébé, eux, ils sont dans leur tête des adultes. Moi, par exemple, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup tous les jeux en bougeant quand j'étais tout petite. Maintenant, je n'aime plus. Je préfère de rester tranquille, sans trop bouger dans cette façon. Dans la piscine, par exemple, je fais comme ça, je deviens un peu, comment on dit, tordu? Non. Non. Étourdi. 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 Oui. Je voudrais rajouter une chose, Naoli. Il y a une chose où le bébé peut nous faire croire que tout va bien et où en réalité, par rapport à son système nerveux, ce n'est pas le cas. C'est les rires très très forts, les rires très... Par exemple, quand on chatouille un enfant, ou un bébé ou un enfant, et qu'il se met à rire, en fait, c'est de la surexcitation nerveuse. Il a pas... Soit il part en colère et en pleurs, soit il part en rire, mais c'est la même chose. Ça veut dire que son système nerveux, c'est trop de stimulation pour lui. Et la seule manière qu'il trouve à décharger, c'est ça. Et malheureusement, pour les chatouilles et pour aussi d'autres pratiques, ça fait plutôt rire les bébés ou les enfants. Et nous, on pense que du coup, c'est bon pour eux. Et nous, en fait, en tant que praticiennes qui travaillons avec le système nerveux, on sait que c'est pas bon. Parce que ça le met en surcharge, en surchauffe. Il n'a pas les moyens de faire face à ça. Et après, il faut essayer de désactiver tout ça et c'est compliqué. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les dispositifs où les bébés sont pris comme ça avec l'élastique et où ils montent et ils descendent et ils éclatent de rire et tout ça. Et on pense, ouais, c'est super pour eux. Moi, là, je suis très sceptique. Bon, il y a d'autres raisons aussi. Mais voilà, c'est... Donc, en tout cas, les chatouilles, attention, nous, on n'arrête pas de dire aux parents, arrêtez de chatouiller vos enfants. Vous pouvez rire autrement avec eux, vous pouvez jouer autrement avec eux. Mais bon, après, c'est culturel aussi, hein, mais voilà. J'ai une question, Viviane, par rapport à ça. Je trouve, enfin, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Et pourtant, j'ai aussi cette impression, alors pour le coup personnel, que après un bon fou rire et du coup des séances de chatouille ou de chahut, tu as aussi une décharge de soulagement où tu te sens détendu parce que ça a permis aussi de relâcher quand il y a ça. Et des fois, il y a même des enfants, quand tu chatouilles et que tu chahutes, qui redemandent aussi d'être chatouillé ou qui dit arrête, vas-y, recommence, chatouille-moi encore. Et du coup, c'est là où je m'interroge sur le fait que s'ils redemandent, c'est aussi qu'ils ont eu plaisir quelque part. Oui, parce que ça les... alors, tu as des enfants qui prennent beaucoup de plaisir à l'état d'excitation. Ok, c'est seulement ok s'ils arrivent
je dirais presque instantanément à en sortir de cette excitation et à pouvoir trouver le calme juste après. Alors si c'est le cas, c'est que c'est une bonne excitation, on va dire. Mais aujourd'hui, moi je vois beaucoup d'enfants pour qui c'est pas le cas, ou même des adultes qui réclament l'excitation parce qu'ils ont besoin d'excitation à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, les enfants, ils bougent pas. Ils font pas assez d'exercices. La plupart, pas tous, mais la plupart, ils bougent plus. Enfin, autrefois, les enfants, ils étaient dehors tout le temps, ils faisaient beaucoup d'exercices physiques et tout. Aujourd'hui, plus. Donc, au niveau de la régulation du système nerveux, ça se fait plus non plus. Et les enfants, ils ont besoin de décharger, effectivement. Alors, ils réclament l'excitation pour ça. Ça peut être ça aussi. D'accord. Mais nous, au niveau du système nerveux, on sait que la surexcitation, c'est trop, quoi. C'est pas bon. En fait, ça crée des boucles hormonales qui sont pas bonnes à entretenir. Voilà. Et bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail maintenant, c'est pas le lieu, mais voilà, c'est pour ça que je disais ça. C'est jusqu'à quel âge, Viviane, ce que tu dis? Jusqu'à Pour quel les âge? bébés? Ouais, c'est pour les bébés ou c'est... Oh non, pas seulement. Non, non, non. Nous, on voit plein d'enfants dans notre cabinet qui ont l'âge scolaire, tu vois. Et ça peut même être à l'âge ado. Et même, regarde, fais des tests chez les adultes. Tu as des adultes, quand on les chatouille, alors ils se maîtrisent. Mais il y en a qui ont horreur de ça. D'autres qui aiment bien parce que justement c'est excitant. Mais c'est quoi cette excitation? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que ça fait vraiment? Si ça amène, comme dit Nathalie, de l'apaisement après, alors c'est qu'on a besoin d'une décharge physique, musculaire en fait. Et on a peut-être besoin de plus rire aussi, mais pas forcément de rire à cause d'une surexcitation nerveuse. Voilà, parce que le rire, c'est excellent, mais ce n'est pas les mêmes rires. Et normalement, quand on fait des chatouilles, la personne dit non, 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 non. C'est une réaction très commune de non, 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 non. Comme si c'était terrible. Même s'il rit, c'est une rire de non, 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 ne fais pas ça avec moi. Intéressant, toutes les réactions physiques qu'on a. Sylvain, tu es chez nous, tu es revenu. Est-ce que tu veux répéter ce que tu disais, s'il te plaît? Non? Oui, c'était juste pour parler du lâcher. Voilà. Mais du coup, vous êtes passé à autre chose, donc c'est pas grave. En cas, j'en parlerai sur le forum. Voilà. Il y a l'orage chez moi et du coup, j'ai des coupures de courant. D'accord. D'accord. Merci. Nolwenn, tu voudrais partager quelque chose? Oui, je vais dire des choses pas gentilles. Je trouve ça... D'abord, je dis quelque chose de gentil pour que ce soit pas trop terrible. Non, je trouve ça génial ce que tu fais. J'adore les vidéos. Il y en a certaines que je peux pas utiliser parce que j'ai pas encore l'expérience, que je commence tout juste en tant que doula. Et je trouve ça extraordinaire qu'il y ait une personne sur cette planète qui ait toutes ces connaissances et cette patience et qui nous le fasse partager. Merci beaucoup. Et maintenant, je dis des choses pas gentilles. Et tu as dit la dernière fois, j'ai trouvé ça super, qu'effectivement, il y a des choses qui nous correspondent et d'autres non. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec justement ce Rolling Babies, parce que ça va à l'encontre de ce que j'ai appris ces dernières années, depuis que j'ai mes enfants et depuis qu'on est dans une école très, très spéciale. Et que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur le développement des enfants, et entre autres par l'autonomie. Et dans ma pratique quotidienne et dans ce que je vois autour de moi, on permet aux enfants d'aller à leur rythme et vraiment dès le départ, on ne les prend pas sous les bras pour les porter comme ça, on les porte comme on porte un enfant d'autonomie, donc on leur propose une ouverture sur le monde et leur propose d'être actifs. On permet aux enfants de se tourner dès le départ, dès les premiers jours, en les accompagnant pour qu'ils puissent faire eux-mêmes le mouvement et en allant doucement pour que le cerveau puisse vraiment intégrer le mouvement. Et moi, j'ai eu des enfants qui, ma troisième à 5 mois, elle faisait du 4 pattes. Parce qu'ils ont depuis le début
pu faire ces mouvements par eux-mêmes et les comprendre par eux-mêmes. Je pense, hein, peut-être qu'elle aurait fait ça aussi si on ne l'avait pas accompagnée comme ça. Et du coup, je trouve vraiment, comme disait Catherine tout à l'heure, ce mouvement de rouler très très rapide. Et j'ai l'impression que pour les enfants, c'est une surstimulation et qu'ils n'ont pas la capacité de suivre avec le cerveau. Et ça rejoint un peu ce que disait... Enfin, pas dans cette situation-là, mais ça rejoint un peu l'idée de surstimulation dont Viviane a parlé par rapport au rire. Et moi, je vois plein d'autres situations où les enfants sont complètement surstimulés et ne nous le montrent pas forcément. D'accord. Après, sur les autres trucs, j'adore tout. Mais là, j'ai vraiment du mal. Mais je trouve très bien et très intéressant d'avoir cette conversation avec différents points de vue. Parce que, en vérité, il n'y a pas une vérité seule dans le monde. Il y a des versions de vérité. Il y a des choses qui marchent bien pour quelqu'un et ça ne marche pas bien pour une autre personne. Alors, moi, je trouve ça de la richesse et je te remercie parce que c'est un point de vue intéressant aussi de laisser les enfants faire leurs propres mouvements aussi. Et ça veut dire, par exemple, cette technique de rolling baby, ce n'est pas une chose qu'on fait tous les jours, ce n'est pas une chose qu'on manipule et qu'on va essayer de faire, mais comme une situation qui aide dans des moments donnés, qui les bébés, comme on dit, on peut les couper le bout de pleurer, et comme si on fait un reset. On arrête cette pleure, ils sont soulagés, ils peuvent commencer un autre moment de l'après-midi, de la nuit. C'est un reset dans une certaine façon. Je pensais à autre chose aussi tout à l'heure quand tu parlais. J'ai eu une impulsion et c'était rigolo. Quand tu disais on berce les bébés comme ça, je me suis rendu compte quand j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile que j'avais plus besoin de ça. Mon premier, je l'ai toujours bercé et je l'ai calmé que comme ça. Et mes deux autres, j'ai jamais eu besoin de les bercer parce que 90% des pleurs, en fait, c'était des pipis. Et j'ai trouvé ça très drôle comme expérience. J'ai pas entendu, tu as dit, Nolwenn, 90% des pleurs, c'était quoi? Des pipis. Ah. Mes enfants que j'ai mis sur le pot dès leur premier jour de naissance, ils n'ont jamais pleuré en fait, alors que mon premier pleurait tout le temps. Et alors, ça veut dire, dans ton expérience, c'est que tes bébés, ils pleuraient quand ils voulaient faire pipi? Oui, bah oui, ils signalaient leurs besoins. Et comme un pipi, c'est toutes les 10 minutes, ben, c'était souvent. Et un bébé, en fait, j'ai découvert qu'un bébé qui avait réponse à ses besoins tout le temps et à tous ses besoins, donc à ses pipis, à ses caca, à ses tétés, à tout ce dont a besoin un bébé, hein, et ben ça pleurait jamais. Et qu'on n'avait pas besoin de les bercer pour les calmer. Et je me suis rappelé d'une randonnée avec mon premier. On est parti en Nouvelle-Zélande et on a randonné pendant 2 mois. Et il pleurait tout le temps. Et je marchais très très vite. J'étais à des kilomètres devant mon mari. Il lui fallait des heures pour me rejoindre parce qu'il pleurait. Et plus je marchais vite et moins il pleurait. Et avec ma deuxième, je me suis dit, mais quelle andouille. En fait, il avait besoin de faire pipi. Il a fait pipi. Quand il avait fini, il a arrêté de pleurer. Et moi, mes bébés, ils ne pleuraient presque jamais. Et aussi... Ça m'étonne pas. Oui, oui. Alors, mais aussi, dans cet homme-là, nous, on ne faisait pas cette technique de l'hygiène naturelle. Non, je ne dis pas que tous les bébés pleurent pour ça. Hein. Mais je dis que si on répond vraiment aux besoins des bébés et si on les prend en compte comme êtres humains, on a moins de bébés qui pleurent. Oui, surtout. Oui. J'ai aussi, si je peux me permettre de rajouter, je pense qu'il y a aussi alors certains pleurent aussi parce qu'ils ont un signal de faire pipi ou caca, mais c'est aussi le besoin de contact en fait. Alors il n'y a pas que, mais un bébé, plus il est porté longtemps, plus il a son quota et moins il va réclamer ou manifester. Enfin, voilà. Mais c'est des besoins dans sa généralité. Après, il y a des enfants qui signalent pas par des pleurs l'envie d'uriner ou de déféquer. Moi, j'ai pratiqué la chenille, donc j'ai aussi un peu de recul là-dessus, mais voilà, c'est juste que j'avais envie d'ajouter sur ce sujet. D'accord. Viviane ? Moi, oui, je voudrais aussi dire que ça, c'est dans l'hypothèse où la grossesse s'est relativement bien passée, avec pas trop de perturbations au niveau du
de l'impact sur le fœtus. Et c'est super. Mais quand il y a eu des perturbations pendant la grossesse, pas forcément des choses pathologiques pour la mère, mais des choses qui ont impacté le bébé d'une manière ou d'une autre. Parfois, on les retrouve après, quand ils sont nés. Et bon, bah, ils l'expriment par des pleurs, quoi. Non, je voulais pas dire qu'avec la chenille, on résolvait tous les problèmes. J'ai un enfant qui a passé 1 mois en néonatologie sous respirateur, qui a 9 ans et c'est l'horreur au quotidien. Enfin, sans aller jusque-là, hein, ça peut quand même. Non, mais je voulais pas dire qu'avec les pipis, on résolvait tout, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais faire partager ça. Non, mais n'empêche que c'est vachement bien. Voilà. C'est intéressant. Catherine? Encore une petite question. Est-ce qu'on peut faire les rolling babies dès la naissance ou tu attends un peu? Non, c'est possible. Moi, ce n'est pas souvent qu'on voit un bébé qui, depuis la naissance, pleure déjà, parce que normalement, ils sont bien attachés à la maman, et ils sont avec le sein. Mais je connais déjà, peut-être avec 1 semaine, mais moi, je vois toujours qu'il y a quelque chose qui a donné trop de l'énergie pour le bébé. Par exemple, trop de visites dans la journée. Pour un bébé qui a 5 jours de la naissance, ils peuvent avoir cette énergie qui le fait pleurer. Et oui, tu peux le faire. Tu peux faire le rebosser depuis tout petit. Il n'y a pas de problème. Tu le fais pendant 1 minute, 5 Oui, tu vois le bébé, peut-être tu rôles 3 à 4 fois, tu arrêtes, tu vois si le bébé il est bien. Ça dépend du bébé, il faut le faire avec une intuition et une observation. Ça va dépendre. Ouais, mais c'est pas trop longtemps. Je viens d'essayer maintenant sur un bébé qui était il était vraiment calme, mais j'avais parlé de cette technique avec les parents et eux, ils me demandaient, est-ce qu'on va maintenant essayer ça ensemble? Et il était calme, hein, il était réveillé, mais donc on l'a fait et déjà après, je pense 1, 2 et la 3e fois, il était, il était complètement relax, hein, donc on n'a pas continué, mais là je pensais, ok, est-ce que normalement on devrait continuer encore un petit peu, qu'il est vraiment en profondeur, complètement relax? Moi, je pense que ça peut être 3, 4 fois, ou ça peut être 10 fois, 12 fois, ça dépend un peu. Mais ça peut être suffisant, 3 ou 4 fois, parce que c'est déjà une expérience différente pour le bébé. Ça lui fait ouvrir les antennes et mettre l'attention dans un autre espace, déjà. Oui. Merci. Du coup, Naoli, c'est juste, pardon, quand les bébés, ils ont beaucoup de pleurs, qu'on fait cette technique, pas pour les bébés calmes, moins pour les bébés calmes ou... Eh oui, c'est surtout fait pour les bébés qui sont en train de pleurer avec des coliques. Mais écoute, il y a des bébés qui aiment beaucoup, alors tu peux le faire pour rigoler, ils aiment. Mais surtout, traditionnellement, on l'utilise quand le bébé n'est pas calme, quand le bébé a besoin de sortir un excès d'énergie et une énergie qui normalement on dit colique. Non, c'est très souvent qu'ils disent le bébé a des coliques, mais ce n'est pas nécessairement de coliques. C'est intéressant comme les bébés qui sont diagnostiqués avec de coliques, souvent ils sont des bébés de mère et père de première fois. Ça veut dire, normalement, ils sont des parents un peu nerveux parce que c'est la première fois qu'ils sont parents. Alors, c'est une coïncidence qu'il y a plus de coliques avec les bébés des parents de premier voyage, de première fois. Et Naoli, je voulais juste partager, mais pareil, je suis désolée, c'est vrai que c'est impressionnant en fait cette technique. Moi, ce que j'avais appris, mais après, c'est que même quand on fait sauter un enfant, tu vois, avec les bras, moi, on m'avait dit qu'il fallait pas faire ça parce que les enfants aimaient bien, mais que ça pouvait,
tu sais, faire des bébés secoués. Moi, c'est ce que j'avais appris. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais juste de les faire sauter tu vois, en hauteur. Et donc, tu penses que c'est différent de faire rouler les bébés? C'est différent, c'est différent. Moi, la sensation que j'ai, moi, je ne fais pas sauter mes enfants comme ça. Et je pense que ce n'est pas quelque chose que je irais donner comme recommandation. Mais la sensation, c'est comme si le cerveau arrive là et ouais. Comme s'il y avait se bat avec le crânium. Ça, je n'ai pas très envie de faire, mais aussi, je n'ai pas trop d'expérience avec ça. Je sais qu'en Russie, j'ai vu plusieurs familles qui faisaient des acrobaties avec leur bébé. Ils le mettent sur la main, et ils le font comme ça, ils le prennent par les jambes, ils le font comme ça. Pour moi, c'était trop violent de voir. Mais les gens qui le faisaient, ils disaient que c'était magnifique. Mais c'est un peu comme la religion, je trouve. Les gens qui sont habitués, qui croient à une chose et la défendent, mais pour des gens qui c'est tout à fait nouveau et différent, on trouve que c'est terrible. C'est un peu ça. Mais je pense que si on voit l'enfant depuis la première fois qu'on fait quelque chose, si on voit la réaction, si on voit et on observe le développement après ça, il faut toujours observer et avoir beaucoup de la sensibilité. Moi, je pense que c'est ça la guide. Au moins pour moi, c'est ça la guide. Que la nature nous montre le chemin. Ok, merci. Parce que des théories, on peut trouver des théories pour tout. Pour ça et pour le contraire de ça. Tout. Il y a des théories, mais la pratique d'observer bien en détail. Rosemary? Oui? Oui, j'avais juste envie de revenir sur... Moi, j'ai beaucoup aimé les Rolling Babies et je trouvais que justement, tu es resté vraiment très en lien avec le bébé tout le temps. Donc, j'ai trouvé qu'il était très... Même si on prenait en charge effectivement à ce moment-là tout le mouvement, il était très pris en compte et on voyait bien ses réactions qu'il était apaisé et content, qu'il n'était pas surstimulé. Et moi, en fait, ça m'a fait penser, j'ai sorti un poupon de portage juste pour dire que moi, cette proposition m'a fait penser à des mouvements. Moi, quand des bébés pleurent et je sens qu'ils ont besoin de décharger des tensions, la proposition que je fais, c'est des bercements très amples qui peuvent quelquefois ne pas être naturels, parce que souvent on les berce comme ça à proximité. Et en psychophonie, on a développé ce bercement à bout de bras, avec évidemment, on tient bien l'enfant en sécurité dans sa base et au niveau de son bassin, mais on lui propose des bercements très vastes, très grands, et ensuite ils sont tout paisibles. Et il y a beaucoup de couples qui me remercient pour ces bercements très amples, parce que ça apaise les bébés. D'accord. Et l'expérience que tu as avec cet bercement ample, c'est déjà avec plusieurs bébés, tu as vu si ça marche bien? Oui, moi j'ai fait ça avec mes bébés. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir, mais c'est une petite anecdote, que juste ça a permis à mon aîné, quand il voyait que le bébé, on le berçait vraiment de façon très ample, presque comme si on allait le jeter, mais évidemment de façon très sécurisée, mais ça a permis à l'aîné de dire « Allez, ouais, on le jette !» de manifester sa jalousie de ce nouvel être qui arrivait. Mais j'ouvre la fenêtre. Merci beaucoup. Merci.
Magnifique. Alors, Rosemary, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait des années. Rosemary, ça fait combien de temps que tu pratiques l'autonomie? Alors en fait, mon aîné a 23 ans et c'est grâce à lui que j'ai changé complètement de voie professionnelle et que de juriste que j'étais, je suis devenue voilà, accompagnatrice en apto et je me suis formée en Belgique. et Rosemary, toi, tu habites à Paris ou est-ce que tu habites? Oui, j'habite à côté de Paris, à Nanterre. Après, bon, ça serait bien d'avoir pour moi une petite, comment on dit, liste de vous, tous les professionnels, parce que en France, il y a de la famille. Je envoyé une lettre à toi, Viviane, aujourd'hui, que j'ai une nièce qui attend un bébé. Alors, c'est très bien d'avoir tout le monde là qui peuvent aider, participer, donner de la richesse pour ma famille qui sont en France, surtout. Merci. Alors, ça nous reste à peu près 5 minutes. De quoi vous voulez parler maintenant pour cette première session de conversation de l'année? Il y a quelqu'un avec un thème, Sonia? Savoir qu'est-ce que tu as comme idée pour les prochaines vidéos, même après. Est-ce que tu as des idées ou pas encore? Oui, j'ai une petite liste de vidéos que ça commence à grandir, cette petite liste. Il y a une vidéo de toucher vaginal, de comment on le fait, comment on fait une... normalement, on dit une pelvimétrie, mais moi, j'aime plus dire un voyage interne pour connaître tous les endroits des dents, pour que, pas seulement les professionnels, mais toutes les femmes puissent faire ça avec des amis, avec des personnes proches pour pouvoir connaître notre corps encore mieux. Alors, une vidéo sur ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs personnes qui me demandent. Et moi, je trouve, par exemple, dans mes ateliers, ici au Brésil, qui sont des ateliers de 2 semaines, la plupart des femmes n'ont jamais touché une autre femme, sauf les femmes qui sont lesbiennes, mais même eux, la façon de toucher, ce n'est pas pour connaître tous les endroits des dents, c'est des paysages très intéressants dans notre corps. Alors, pour apprendre à faire cette touche, moi, je trouve que c'est très important pour tous et toutes. Alors ça, c'est en vidéo. Je vais encore faire une vidéo sur la naissance ou l'accouchement tantrique avec le focus sur la sexualité et la sensualité et explorer ce thème. On va voir encore sur l'hémorragie dans l'accouchement, les préventions, les traitements, de façon alternative aussi. Et enfin, j'ai une liste. Et sur les rebossons, encore, on a pour apprendre à ouvrir les anges, pour laisser les grands bébés arriver plus facilement, que c'est l'alternative au forceps, on dit ça. Et bon, ça c'est seulement quelques-unes, mais la liste, elle va grandir. Moi, je pense que pour l'année prochaine, à partir de mois d'avril, parce qu'on finit en année en avril pour les gens qui sont commencés en avril. Et là, à partir de cette... on va continuer à faire des vidéos, peut-être pas 2 par mois, mais avec un rythme. Parce que ça n'arrête pas, les thèmes et les idées. On va toujours continuer. Oui, Catherine. Comme je viens de commencer en novembre, je ne suis pas sûre, je n'ai pas encore tout regardé du passé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur le placenta, la naissance de la placenta et lotus birth? Oui. Oui. Ça existe déjà? Oui, ça existe. Et ça va être, je pense que ce thème de la placenta, ça va arriver avant avril. On va faire cette vidéo de la placenta.
dans le Ok, donc prochain mois. c'est pas quelque chose qui a déjà été discuté. Non, C'est non. chouette, ok. Oui, Hâte de le voir. oui, oui. Et les médecines, les médecines qu'on peut faire avec la placenta aussi, tout ce qu'on peut faire avec la placenta. Tout ce que... Oui. Et bon, si vous avez des idées aussi, vous pouvez proposer. Je vais toujours... Moi, j'aime beaucoup prendre des idées, mais j'ai plein d'idées aussi. Alors, on va construire cette prochaine année ensemble parce que vraiment, moi, je trouve que 24 vidéos, c'est beaucoup, mais c'est le commencement. Vraiment, on a tellement à explorer encore. C'est incroyable. C'était une année très riche, mais c'est comme tout dans la vie, je sens. Quand on croit qu'on sait beaucoup, c'est parce que vraiment, on commence seulement à connaître quelque chose. Et le plus qu'on connaît quelque chose, le plus qu'on se rend compte qu'on ne sait rien. Alors, c'est un univers, n'est-ce pas? Un énorme univers. Et aussi, on change le point de vue pendant le temps qu'on devient plus âgé. La chose que je vois, que je fais à 15 ans, j'ai une autre point de vue, alors je pourrais dire des choses différentes. Alors, j'ai aussi des idées, peut-être après, de faire des projets avec des autres sages-femmes, des gens qui sont des spécialités que je n'ai pas pour donner une richesse encore plus grande. Mais bon, on va en rythme accéléré, mais en même temps, pas à pas. Parce que vraiment, il y a trop à faire et pas assez de temps. Je pense que cette année, c'était l'année de ma vie où je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas de temps suffisant pour tout ce que je voulais faire. Je viens de dire à ma fille que je voulais la voir aux yeux, seulement la voir aux yeux sans que j'ai des idées dans ma tête, des choses. Je voulais seulement ne pas avoir des idées, seulement rester quiète, tranquille. Mais bon, c'est ça. Alors, mes chers, je pense qu'on va être très ponctuel et style français. 5 heures de l'après-midi, ici au Brésil, je vais vous embraser énormément, vous donner de bisous, vous souhaiter une belle nuit de repos et à la prochaine. Oui. Des bisous à tous. Au revoir. Merci. 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 Ciao.